Les gars, il est temps de se poser la question. La République islamique peut-elle vraiment tomber? Et la réponse est oui, mais pas si les États-Unis continuent de faire la même erreur depuis 23 ans, à savoir se retirer au moment même où ils ont enfin un levier sur l'Iran. Cette semaine, les États-Unis ont lancé le projet Liberté, c'était génial. Pour la première fois, des navires de guerre américains escortaient des navires à travers le détroit d'Ormuz, permettant au pétrole de passer malgré le blocus iranien depuis le début de la guerre. Ça a marché. Les navires sont passés et l'Iran n'a pas pu l'en empêcher. Et combiné au blocus naval qui étranglait déjà les exportations de pétrole de l'Iran, c'était le moment où la République islamique manquait réellement de temps. Et pourtant, 24 heures plus tard, Trump le suspend. Aujourd'hui, nous allons comprendre exactement pourquoi le projet Liberté était si dangereux pour l'Iran et pourquoi, une fois de plus, alors que nous étions sur le point d'obtenir l'avantage, nos dirigeants se sont retirés. Bienvenue dans l'émission d'Iraka sur GNS TV. Allons-y sans plus attendre. Quand les États-Unis et Israël ont lancé l'opération Fureur épique le 28 février, l'attention mondiale s'est portée sur les frappes aériennes, bombardiers, bombes anti-bunkers, sites nucléaires et la partie visible de l'opération. Mais discrètement, les États-Unis faisaient aussi quelque chose qui n'avait pas été fait à l'Iran au cours des 40 dernières années de confrontation. La marine américaine a commencé à bloquer les ports iraniens, des blocus physiques. Au lieu de sanctions ou de lettres de menaces, de vrais navires de guerre étaient stationnés près des côtes iraniennes, bloquant l'entrée et la sortie des navires. Pour comprendre pourquoi cela diffère de tout ce qui a été fait avant, il faut savoir comment la République islamique survit. Le régime fonctionne grâce au pétrole. Ce n'est pas une métaphore. Les revenus du pétrole financent l'empire commercial des gardiens de la Révolution, qui contrôle près de la moitié de l'économie iranienne. Il finance les forces de sécurité, il finance la milice Basij qui réprime les manifestations dans les rues, il paie les salaires des hommes armés qui maintiennent l'appareil clérical au pouvoir. Malgré leur sévérité, les sanctions avaient des limites. L'Iran pouvait vendre son pétrole à prix réduit via des intermédiaires à la Chine et à l'Inde. Il pouvait utiliser des sociétés écrans et des ports amis dans les Émirats arabes unis pour faire circuler l'argent. C'était imparfait, oui, terrible pour leur économie, oui, douloureux, oui, mais supportable. Leur régime y survit depuis des années. Un blocus naval, c'est différent, et pas seulement en termes de degrés. Vous voyez, quand on a d'énormes quantités de pétrole physique, on ne peut pas simplement utiliser des sociétés écrans pour le déplacer, surtout quand on fait face à un destroyer lance-missile. Le blocus a créé un mur physique entre le pétrole iranien et le reste du monde. Les chiffres qui sont sortis dans les semaines qui ont suivi étaient stupéfiants. L'Iran avait 184 millions de barils de pétrole immobilisés sur des pétroliers qui n'allaient nulle part. Pensez juste à cet entassement physique. 60 millions de ces barils étaient bloqués dans le golfe Persique. 124 millions d'autres étaient ancrés près de la Chine. Les acheteurs voulaient ce pétrole, mais redoutaient trop les sanctions secondaires américaines pour l'acquérir. Ce blocus, oui, il privait l'Iran d'environ 400 à 500 millions de dollars chaque jour, et ça, en soi, c'est déjà quelque chose de très important. Mais il se passe quelque chose de bien plus important. Les capacités de stockage de pétrole de l'Iran, à terre et sur les pétroliers en mer, étaient presque saturées. Une fois pleine, l'Iran devrait faire quelque chose de technique, mais en réalité catastrophique: fermer les puits de pétrole actifs. Voici pourquoi c'est important. Pour les champs pétroliers matures exploités par l'Iran, fermer un puits ne signifie pas simplement interrompre l'activité. La pression souterraine qui pousse le pétrole à la surface, accumulée pendant des millions et des millions d'années, se dissipe lorsque vous bouchez le puits. Elle ne reviendrait jamais. L'Iran risque de perdre définitivement entre 300 000 et 500 000 barils par jour de capacité de production si ce blocus continue. Ce n'est pas un mauvais trimestre, ni une perte de quelques centaines de milliards de dollars. Cela représente entre 9 et 15 milliards de dollars de revenus annuels perdus à jamais, que l'accord soit signé ou non. Les analystes, d'ailleurs, estiment le délai entre 15 et 60 jours, ce qui signifie que si ce blocus se poursuivait encore pendant 15 à 60 jours, ils perdraient leur capacité pétrolière, la capacité pétrolière qui leur permet d'embaucher les hommes armés de la République islamique qui maintiennent le peuple iranien sous contrôle, le pétrole qui finance tant d'autres choses. Parce que cet argent ne servait pas seulement à financer les hommes armés. Le régime ne survit pas uniquement grâce à l'amour des Iraniens pour lui. Il survit parce que l'appareil de sécurité est payé. Les commandants des gardiens de la Révolution ont des empires économiques. Les soldats ordinaires ont des salaires. Les miliciens assiégés reçoivent des allocations.
C'est ainsi qu'ils les gardent sous contrôle. Ils rendent financièrement lucratif le fait de faire partie du régime islamique et rendent presque impossible de faire autre chose. Mais maintenant, cet argent disparaît. Des rapports indiquent que les unités régulières de l'armée ne sont pas payées depuis des mois, contrairement aux gardiens de la Révolution, qui protègent d'abord leur argent. Les soldats réguliers, situés au bas de la chaîne de loyauté, une responsable du renseignement israélien, citée dans des reportages cette semaine, a estimé que si le blocus se maintient, la République islamique ne pourra pas survivre jusqu'en 2026, ce qui n'est plus que dans 8 mois. Pour la première fois en 46 ans, le temps ne joue pas seulement contre l'Occident, il joue aussi contre Téhéran. Le 4 mai, Donald Trump a annoncé le projet Liberté. La mission déclarée consistait à mobiliser l'armée américaine pour escorter des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz, partiellement bloqué par l'Iran depuis le début du conflit. 20 000 marins de 87 pays sont bloqués sur des navires dans le golfe Persique. Le trafic maritime s'est effondré à 5% de son niveau d'avant-guerre. Les prix de l'essence aux États-Unis dépassent parfois 6 dollars le gallon. Malheureusement, escorter des navires à travers le détroit semble simple, mais ça ne l'est pas, car le détroit d'Ormuz, comme vous le savez probablement maintenant, est une voie maritime très étroite. Les chenaux navigables, assez profonds pour les pétroliers, font environ 3 km de large chacun. C'est très étroit. L'Iran a installé pendant des années des batteries de missiles, des escadrons de vedettes d'attaque rapide, des sites de lancement de drones et des mines sur les deux rives pour menacer toute traversée de ces 3 kilomètres. Comment escorter un navire dans ces conditions? On ne peut pas juste placer un destroyer à côté comme un garde du corps dans une foule. La configuration ne le permet pas vraiment. Il n'y a pas de place pour manœuvrer. Et un destroyer à côté d'un pétrolier dans un chenal de 3 km est une cible facile. En réalité, on crée un parapluie défensif. Les destroyers se positionnent à proximité. Des avions de chasse patrouillent en assurant une couverture constante. Des hélicoptères depuis les navires assurent une surveillance rapprochée, allant en éclaireur repérer toute approche. Des drones surveillant les côtes pour détecter les lancements. Dès qu'un tir iranien est repéré, le parapluie intercepte missiles, drones ou bateaux d'attaque avant qu'il atteigne un navire commercial. Il y a aussi le problème des mines et leur déminage. Le navire commercial n'a pas besoin de protection militaire à bord. Il est protégé autour, au-dessus et devant, suivant le modèle d'escorte de convoi. La marine américaine a utilisé cette même méthode pendant la Seconde Guerre mondiale pour protéger les navires de l'Atlantique des sous-marins allemands. Le principe est simple. Pour atteindre le navire marchand, il faut d'abord franchir les navires de guerre. Mais ce dispositif requiert des bases, car les avions de chasse doivent pouvoir décoller et atterrir. Les avions ravitailleurs nécessitent une base d'opération. Le détroit d'Ormuz est entouré de pays comme l'Arabie saoudite, le Koweït, la Jordanie, Oman, le Qatar et les États-Unis ont des relations militaires avec chacun d'eux. Mais, et c'est là le gros problème, sans accès à ces bases, les avions ne peuvent pas atteindre le détroit à temps pour être utiles. Le parapluie s'effondre alors. Ceci est crucial pour la suite, car les médias montrent que Trump s'est retiré, alors que c'est plus complexe. L'opération était bien réelle et immédiate. Plus d'une douzaine de navires de guerre, 15 000 militaires et plus de 100 avions à terre ou en mer ont été déployés. Deux destroyers, l'USS Truxtun et l'USS Mason, ont traversé les détroits. L'Iran a tiré des missiles, des drones et envoyé des vedettes rapides, mais les destroyers ont continué d'avancer. Chaque menace a été interceptée ou dissuadée. Deux navires commerciaux américains sont passés. Un navire de Musk a suivi. Cela a fonctionné. Pete Hegseth s'est tenu au pupitre du Pentagone et a déclaré « L'Iran n'a pas le contrôle du détroit ». Et il avait raison pendant environ 24 heures. Le projet Liberté, malgré son nom, n'était pas qu'une opération humanitaire. S'il avait continué, il aurait rendu permanente la pression à sens unique du blocus. Imaginez un projet Liberté prolongé. Le détroit reste ouvert à tous, les ports iraniens bloqués par la marine américaine. Le pétrole mondial circule, sauf celui de l'Iran. Ce n'est pas seulement une impasse économique de 2 jours où les deux camps luttent, c'est une ponction à sens unique, dirigée, exclusive et terminale contre l'Iran. Les États du Golfe vendent toujours du pétrole via le détroit, l'Asie reçoit son énergie, les prix de l'essence baissent pour Trump et les réservoirs iraniens se remplissent. Ces puits sont fermés et la garde révolutionnaire arrête de payer les salaires, donc les gens ne sont plus payés et se mettent en colère. Ce qui signifie en soi que la République islamique pourrait peut-être tomber. Le projet Liberté n'était pas seulement une mission d'escorte, c'était ce qui aurait rendu le blocus décisif. Et puis, le projet s'est arrêté. Donald Trump a affirmé avoir suspendu le projet Liberté en raison de progrès avec l'Iran, mais ce n'est pas exact. Donald Trump a annoncé le projet Liberté sans consulter les États du Golfe. L'Arabie saoudite l'a appris en même temps que les autres.
Et l'Arabie saoudite, qui accueille la base aérienne du prince sultan et contrôle l'espace aérien dont l'armée américaine a besoin pour opérer dans la région, était furieuse. Pas parce qu'ils soutiennent l'Iran, mais parce qu'ils craignaient les représailles iraniennes pour une opération sur laquelle ils n'avaient aucun mot à dire. Les États du Golfe possèdent oléoducs et terminaux pétroliers situés en face de batteries de missiles iraniennes de l'autre côté de l'eau. Ils subissent les conséquences de décisions américaines prises sans consultation, qui ont de graves répercussions sur leur pays. L'Arabie saoudite et le Koweït ont suspendu l'accès des États-Unis à leurs bases et espaces aériens en réaction. Sans les bases en Arabie saoudite et au Koweït, les avions assurant la couverture défensive de Project Freedom, chasseurs, ravitailleurs et avions de soutien n'avaient nulle part où opérer. Aucun autre itinéraire n'existait. Trump a appelé Mohammed Ben Salman sans résoudre la situation. Les attaques iraniennes contre les Émirats arabes unis au même moment n'étaient évidemment pas une coïncidence. Les Émirats arabes unis sont puissants, mais ils sont très petits, vraiment très petits, et ils ne peuvent pas se permettre de déclencher une guerre totale contre un Iran puissant. Quel est le lien entre les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite? Eh bien, souvenez-vous que l'Iran a utilisé les États du Golfe comme un moyen de pression sur les États-Unis. Ils savent que ces pays ne peuvent pas se permettre d'être impliqués dans une guerre, car cela affecte leur économie et leur tourisme. Mais ils n'allèrent pas provoquer les Saoudiens en ce moment, qui sont énormes. Alors ils ont choisi les Émirats arabes unis comme un avertissement pour les autres États du Golfe. Et ils ont fait passer le message haut et fort. L'opération qui venait d'être décrite comme une question de vie ou de mort pour 20 000 marins que Hegseth avait passé à défendre lors de sa conférence de presse du matin était physiquement impossible à poursuivre. Donald Trump a présenté cela comme un geste diplomatique, de grands progrès, accord proche, pause pour donner une chance à la paix. Cependant, le président du Parlement iranien a publié sa réponse en anglais sur les réseaux sociaux. L'opération Fais-moi confiance, mon frère a échoué. Le ministère iranien des Affaires étrangères a appelé le rapport d'Axios Opération Faxios, indiquant que le régime savait ce qui s'était passé. L'opération n'avait pas été suspendue à cause de la diplomatie. Elle avait été suspendue parce que la coalition dont ils avaient besoin pour la soutenir s'est en quelque sorte effondrée en 24 heures maintenant, et c'est important. Je précise, l'histoire ne se résume pas à dire que Donald Trump est naïf ou qu'il a cru les mensonges de l'Iran. C'est plus complexe. Donald Trump subit une pression liée à 3 sujets distincts des propositions de l'Iran aux négociations. L'Iran n'a pas à créer ces pressions, elles existent déjà. L'Iran a juste besoin de maintenir les discussions assez longtemps pour que la pression fasse son effet. Quelles sont ces pressions? Eh bien, la première, ce sont les prix de l'essence. Donald Trump s'est présenté en 2024 en promettant un prix de l'essence inférieur à 2 dollars le gallon en moins de 12 mois. Le prix de l'essence dépasse actuellement 4 dollars. Au Michigan, il a grimpé de 72 cents en une semaine et de plus de 60 cents dans l'Ohio, 2 États clés avec des élections sénatoriales en novembre. Les sondages révèlent que plus de 8 Américains sur 10 estiment que le prix de l'essence pèse sur leur budget et la majorité en rend personnellement Donald Trump responsable. Les démocrates ont 10 points d'avance dans les intentions de vote pour le Congrès. La dernière fois que les démocrates avaient une avance aussi importante avant les élections de mi-mandat, c'était en 2006. Le prix de l'essence est l'indicateur économique le plus visible de la politique américaine. Chaque électeur le voit tous les jours, 2 fois par jour, sur des panneaux à hauteur des yeux. La fermeture de ce détroit en est la cause. Un accord pour le rouvrir ferait baisser les prix du pétrole. Les marchés ont bondi de 600 points lorsque Donald Trump a évoqué de grands progrès. D'accord? Donc, c'est un problème pour lui. Deuxième pression, les élections de mi-mandat. Les républicains contrôlent la Chambre et le Sénat. Ils peuvent donc faire passer des décisions. Les élections de mi-mandat servent presque toujours de référendum au parti au pouvoir. Une guerre impopulaire avec des prix de l'essence en hausse à 6 mois de l'élection de novembre, c'est le scénario cauchemar pour chaque républicain candidat dans une circonscription disputée. Les républicains du Congrès en auraient parlé directement à Donald Trump. L'équation politique est simple. Un accord mettant fin à la guerre et faisant baisser les prix de l'essence avant l'élection aurait une grande valeur pour le parti, voire pour la Chambre. La pression s'accentue donc dans ce sens. Troisième pression, son héritage. Toute l'identité politique de Donald Trump repose sur son image de négociateur qui réussit là où d'autres ont échoué. Conclure un accord mettant fin à la guerre avec l'Iran, rouvrant le détroit, faisant baisser le prix de l'essence et neutralisant la menace nucléaire serait, selon lui, le plus grand succès diplomatique de tous les présidents de l'histoire. C'est une motivation réelle, sans cynisme. Cela influence sa perception des signaux adverses. Quand les médiateurs évoquent des progrès, Donald Trump souhaite sincèrement que ce soit le cas et il a tout intérêt à ce que tout cela soit vrai. Et en plus de tout cela, il est très possible qu'une partie des informations qu'il reçoit de ses conseillers ait été quelque peu trompeuses. Witkoff. Mais mes amis, tout n'est pas perdu, parce que regardons ce que l'Iran fait en ce moment. Il se montre ouvert à un accord.
Des messages transitent par des médiateurs pakistanais. Un cadre de 14 points est en discussion. L'Iran examine les propositions. Des progrès sont réalisés. Pendant ce temps, l'Iran maintient ses lignes rouges. L'enrichissement n'est pas négociable et le stock iranien reste dans le pays. Le CGRI a annoncé de nouveaux protocoles de péage pour les navires dans le détroit, indiquant que l'Iran le considère comme son territoire souverain. Le président du Parlement iranien ridiculise la diplomatie américaine sur les réseaux sociaux. Les médiateurs parlent de progrès, mais ce ne sont que des balivernes. L'Iran affiche une posture de défi. Les deux choses se produisent simultanément et elles ne sont pas contradictoires, parce que l'une est destinée à l'Occident et l'autre à la consommation intérieure. C'est là toute l'astuce. C'est exactement ce que l'Iran souhaite. Vous voyez, l'Iran a une stratégie très simple qui consiste à se retirer et à retarder les négociations pour gagner du temps. Mais c'est là que ça devient intéressant parce qu'en ce moment, le temps pourrait en fait ne pas jouer en leur faveur si ces blocus continuent. C'est pourquoi ils augmentent la pression. Ils accentuent la pression sur Trump pour qu'il se retire de tout et signe un accord. Il y a un schéma sur la façon dont l'Iran essaie de faire avancer ses accords, et c'est le même depuis 25 ans. Peut-être qu'on fera un épisode là-dessus. Dites-nous dans les commentaires ci-dessous si vous aimeriez que nous le fassions. Mais l'Iran n'a aucun réel intérêt à négocier un accord. Ils veulent en tirer le maximum, pouvoir continuer à développer leurs capacités nucléaires, faire lever les sanctions, etc., etc., et continuer à se développer en tant qu'entité terroriste. L'Amérique, bien sûr, n'est pas intéressée par cela. Mais dans l'ensemble, nous voyons beaucoup de complications dans ce domaine spécifique. Maintenant, est-il possible que toute cette peur que Trump se retire ne serve qu'à permettre une nouvelle attaque sans précédent de Trump et Netanyahou contre l'Iran alors qu'ils ne s'y attendent pas? Oui, c'est tout à fait possible. Parce que toutes ces négociations, ce n'est pas vrai. Les lignes rouges de l'Iran n'ont pas bougé d'un centimètre et tout reviendra toujours à l'enrichissement. Ils ne sont pas prêts à abandonner l'uranium et c'est la seule chose dont l'Amérique a besoin. Donc, il va falloir voir qui va céder. Les médiateurs annoncent des progrès et l'Iran affiche sa défiance. Et les deux choses se produisent en même temps, ce qui est très contradictoire. Mais pourquoi? L'une vise l'Occident, l'autre concerne surtout le plan de la République islamique. C'est là toute l'astuce. C'est exactement à cela que ressemblait 2003, exactement à cela que ressemblait 2013, exactement à cela que ressemblait 2021, toutes les négociations précédentes. Ils n'ont pas besoin que les discussions aboutissent. Ils veulent juste que ça dure assez longtemps. Mais pour la première fois, l'Iran a vraiment besoin que cela s'accélère un peu, parce que ses réservoirs de pétrole ne se rempliront pas à nouveau. Pour que ces puits ne soient pas bouchés, ils ont besoin d'une solution. Pour le blocus, la première arme depuis 46 ans qui cause réellement des dégâts irréversibles doit être levée dans le cadre d'un accord avant qu'elle ne fasse ces dégâts irréversibles. C'est une priorité absolue. Si un accord est signé, le blocus cesse, le pétrole iranien circule, les gardiens de la révolution récupèrent leurs revenus et les puits restent ouverts, et la perte annuelle permanente de 9 à 15 milliards de dollars est évitée. L'Iran n'a donc pas besoin d'un accord exceptionnel. Le blocus doit être levé avant que les réservoirs soient pleins. Je vous ai dit que cette conversation serait honnête. Alors voilà. Cette fois, la situation est un peu différente de ce que nous avons vu par le passé. Le blocus n'était pas des sanctions et reste incontournable. Il inflige des dégâts physiques durables à l'infrastructure énergétique iranienne qui subsiste après un accord. Les relais de l'Iran ont disparu, le Hezbollah est affaibli, le Hamas décimé et les Houthis ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. L'Iran est isolé comme jamais depuis les années 1980. Les services de renseignement israéliens, experts du régime, affirment que la situation a changé. Cette astuce a toujours fonctionné auparavant, l'astuce de faire traîner les négociations aussi longtemps que possible, parce que l'Iran pouvait survivre à la pression et tenir plus longtemps que la volonté politique de l'autre côté. Mais pour la première fois, il existe une véritable analyse selon laquelle l'Iran ne pourra pas survivre à cette pression spécifique assez longtemps pour l'emporter à l'usure sur quoi que ce soit. Et c'est pour cela que la complication avec l'Arabie saoudite est si grave. Et pourquoi exactement l'Iran a également attaqué les États du Golfe ainsi qu'Israël? Parce qu'il savait que ces États du Golfe sont le seul soutien qui pourrait réellement leur permettre de survivre. L'Iran a surmonté ce qu'on pensait insurmontable, la guerre Iran-Irak qui a causé des centaines de milliers de morts et le mouvement vert qui a mobilisé des millions de personnes dans les rues. Les manifestations de Massa Amini, l'un des plus grands soulèvements du pays, ont fait des centaines de morts. Le régime survit grâce à sa capacité à isoler ses forces de sécurité de la souffrance du peuple, mais cela dépend de l'argent. Et le blocus n'est décisif que s'il tient. Tenir demande de la volonté politique. La volonté politique dans une démocratie est toujours limitée.
Les prix de l'essence, les élections de mi-mandat, le président qui veut son accord historique, les négociateurs qui ne comprennent peut-être pas pleinement ce qu'ils négocient, ce ne sont pas de petits paramètres, ce sont précisément les leviers que l'Iran sait actionner. Voici donc ce que nous devons surveiller. Surveiller les chiffres des stocks de pétrole. Lorsque les réservoirs seront pleins, la phase réversible débutera et l'urgence de l'Iran deviendra évidente. Vous devez également surveiller si Project Freedom redémarre. L'Arabie saoudite et le Koweït auraient rétabli l'accès des États-Unis à leur base. Si l'opération reprend et si les États du Golfe sont correctement consultés cette fois-ci, le scénario de pression à sens unique redevient réel. Observez ce que l'Iran propose réellement, pas ce que les médiateurs disent de l'atmosphère. Si l'enrichissement reste non négociable, le stock iranien maintenu et les gardiens de la révolution continuent d'annoncer de nouvelles règles pour le détroit, un accord reste lointain. Ils débutent seulement la manœuvre. Et surveillez l'horloge, car pour la première fois en 23 ans, le temps ne joue pas seulement contre l'Occident. La question est de savoir si tout le monde tiendra assez longtemps pour la laisser tourner. Retenez ceci, il ne s'agit pas simplement d'une histoire de gentils contre méchants. C'est l'histoire d'un régime qui excelle dans une chose, survivre, et d'un ensemble de gouvernements démocratiques qui sont structurellement désavantagés dans la seule chose qui pourrait l'arrêter. De la patience, car ils doivent gagner les élections de mi-mandat. L'Iran n'est pas stupide et agit comme toujours, fort de 46 ans d'expérience. En comprenant cela, on n'est plus surpris par les gros titres et on les lit différemment. L'Iran se dit ouvert à un accord, la pression monte, les médiateurs annoncent des avancées. Le stratagème est en marche, Trump est optimiste, un accord pourrait être conclu dans les prochains jours. Maintenant, c'est le temps qui compte. Ce schéma peut être brisé. L'histoire montre que ces régimes tombent, non pas à cause de l'étranger, mais à cause de contradictions internes irréconciliables. Les hommes armés n'y croient plus et l'argent manque. La peur qui maintient tout cela ensemble perd son emprise. Que cela se produise en 2026 dépend d'une seule chose, que le blocus tienne assez longtemps pour rendre l'équation impossible. Que les pays occidentaux cessent d'espérer que l'Iran devienne un acteur raisonnable, mais affrontent la réalité de ce qu'ils sont, sans céder ni abandonner. Israël et les États-Unis se sont révélés particulièrement efficaces ces derniers mois, réservant des surprises qui ont profondément déstabilisé l'Iran alors que personne ne s'y attendait. Mais le talon d'Achille persiste. Les États-Unis privilégient d'autres priorités. Ce n'est plus une question militaire, mais politique. Et la politique, désordonnée, sous pression, influencée par les élections de mi-mandat, c'est précisément là où l'Iran a toujours gagné auparavant. Et pourtant, Donald Trump a toujours quelque chose dans sa manche. Tout cela pourrait-il être une ruse pour porter le coup final qui les anéantirait vraiment? Faites attention, car c'est le moment crucial. Pour résumer, tout ce que nous venons de dire, voici ce qui se passe. Project Freedom, qui a ouvert le détroit en même temps que le blocus du pétrole, s'il était autorisé à se poursuivre, empêcherait en réalité l'Iran de survivre. Ils ne perdraient pas seulement leur pétrole qui finance le terrorisme, mais aussi la capacité de payer ceux qui les protègent dans leur pays. Et cela permet au peuple iranien de se révolter contre la République islamique. Donc, pour revenir à la question de départ, la République islamique peut-elle potentiellement tomber? Oui, tout à fait. Si le blocus continue et qu'ils perdent leur pétrole, ils risquent de ne plus pouvoir payer ceux qui maintiennent le peuple iranien sous oppression. Ils avaient anticipé cela et savaient que ça pouvait arriver. Alors ils ont utilisé leurs petits moyens de pression, comprenant que les pays du Golfe peuvent faire pression sur Trump, ce que nous avons vu à maintes reprises. Ils ont continué à les attaquer, rendant la situation très problématique. Si le Project Freedom et le blocus continuent, le flux pétrolier s'interrompt et le pétrole ne vient plus d'Iran, ce qui signifie que l'économie se stabilise et peut-être pour la première fois, nous pourrons vraiment les battre à leur propre jeu. Parce que leur jeu est simple, continuer à négocier, continuer à retarder les choses pour gagner du temps et reconstruire leur capacité nucléaire. Tout se résume à cela, et maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre de voir ce qui va se passer. Je suis Iraka et je vous retrouve la prochaine fois.